Bonjour, aujourd'hui je vous fais une mise à jour sur donc les données sur le traitement ambulatoire précoce extra-hospitalier dans le Covid. Et notamment on va revenir sur à la fois les études communautaires, c'est-à-dire les gens ambulatoires qui comme le nom l'indique, sont sur leurs deux pieds et sont capables de marcher, mais aussi dans les institutions pour personnes âgées, puisqu'il y a aussi des résultats et plusieurs études dans ce domaine. Donc la question elle est assez simple. Chez les patients avec une infection à Covid, y aurait-il un intérêt à donner un médicament efficace sur le virus? On va parler notamment d'hydroxychloroquine et de d'ivermectine qui sont aujourd'hui ceux qui sont vraiment utilisés dans les études qui sont rapportées avant l'hospitalisation pour prévenir le décès. Je reviens sur un papier qui est sorti en janvier, mais je le répète, des fois le fait de redire les choses ça aide. C'est un papier des Chinois qui correspond à la cohorte de Shanghai, qui vient depuis cette cohorte, elle était depuis la première vague où ils avaient fait un papier en disant qu'ils avaient des résultats très prometteurs, très positifs, et ce papier a déclenché notamment aussi toute la dynamique sur l'hydroxychloroquine il y a un an, et là c'est la fin de cette série où ils ont démontré que donc l'hydroxychloroquine, il y avait 600 patients. Quand elle était utilisée tôt, ça protégeait contre l'aggravation de la maladie. Et donc cette cohorte, c'est pas postérieur à tout ce qui était fait à Marseille, c'était en même temps ou même avant. Voilà. Quand c'était utilisé tôt, donc il y avait une efficacité. Et il valait mieux l'utiliser tôt que tard. Donc bien sûr c'est évident, mais c'est bien quand il y a des études observationnelles qui le disent. Et c'était associé à la clairance virale quand elle était utilisée tôt, à la fois dans la gorge et dans les selles. Donc là on a refait un point notamment puisqu'on vient d'avoir un article accepté sur les 10 000 patients traités en ambulatoire à l'IHU en 2020, et on a refait un point sur la littérature. Qui a été augmenté par les relecteurs qui nous ont demandé de compléter avec les études sur l'ivermectine, et donc on va faire un petit point là-dessus. Premièrement, donc la plus grosse étude elle est iranienne, elle n'est pas marseillaise, bon, elle est iranienne, 25 000 patients dans 5 500 centres ambulatoires, 22 000 qui sont rapportés ici parce que c'est uniquement ceux qui sont confirmés par PCR que j'ai mis dans le tableau, avec 6 000 traités, 16 000 non traités, un taux de mortalité pour 1000 de 7 pour 1000, et donc ça divise le taux de mortalité par 3 dans cette étude iranienne. Voilà, on peut remarquer que l'Iran dans cette crise a eu un rôle particulier parce qu'ils ont été très dynamiques sur la prise en charge précoce du Covid. Nous donc 10 400 patients. Ici, j'ai rapporté uniquement les patients de plus de 60 ans, puisque l'analyse statistique n'a été faite que chez ces patients-là, on n'avait aucun décès à moins de 60 ans. Donc c'est dans cette population cible, et ce concept de population cible, il est très important en clinique pour comprendre comment évaluer l'efficacité d'un traitement. Et dans cette population cible, on avait donc donc la mortalité, excusez-moi, c'est sur tout le monde, c'était 1,5 pour 1000. Dans la population de plus de 60 ans, on avait un rapport de risque à 0,2, donc divisé par 5 le risque de mortalité dans cette population. Les autres études, donc Sulaiman, ça c'est Arabie Saoudite, donc 5500 individus, de même une diminution par 3 du risque de mortalité. IP, donc même aux États-Unis, les États-Unis évidemment il y a beaucoup de dynamiques différentes aux États-Unis, et c'est une belle étude observationnelle aux États-Unis sur 1200 patients, et ils ont comparé 97 traités contre 970 pas traités. C'est parce que ça c'est des modèles par score de propension, donc ça. Voilà, vous verrez que dans tout ce qui est observationnel, afin de contrôler les biais, il y avait des approches multivariées, mais de plus en plus, les gens utilisent des méthodes qu'on appelle quasi-expérimentales, c'est-à-dire qu'ils vont aller établir un score de propension et matcher des individus dans les deux groupes. Donc là, ils ont matché 97 traités à 970 non traités, et ce qui permet de s'affranchir au maximum des biais potentiels. Et ils trouvent une diminution de risque non significatif, oui, mais de plus de 50%. Enfin, dans la biblio très récente, on trouve un essai randomisé en double aveugle avec une PCR confirmée, avec un groupe non traité, où il conclut qu'il n'y a aucune différence, il n'y a pas de bénéfice du traitement. Mais quand on regarde, il y a très peu de décès dans les essais randomisés en ambulatoire, parce que souvent ils n'ont pas assez d'individus. Ici, ils ont 3 décès, et les 3 décès sont dans le groupe non traité. Évidemment, il n'y a rien de significatif, mais il y a au moins un essai randomisé et il est en faveur d'un traitement efficace. Il y a quelques études qui n'ont pas contrôlé sur l'âge, donc l'ivermectine aussi. L'ivermectine, donc, j'ai vraiment essayé de refaire à la demande des relecteurs
le point sur la biblio, mais énormément d'articles avec des groupes contrôle qui sont pas très fiables, la PCR qui est pas systématique. Enfin, on a du mal à trouver des études sur l'ivermectine en ambulatoire avec des critères de qualité suffisants. J'en ai trouvé qu'une en tout cas, avec les analyses qui contrôlent sur l'âge, sur la sévérité de la maladie, etc. Et donc dans cette étude, le risque était divisé par 5 quand il y avait un traitement avec l'ivermectine, l'azithromycine, montelukast et acide acétylsalicylique au Mexique. Enfin, il y a 3 études qui ne contrôlaient pas sur l'âge. Une étude donc au Brésil, avec du coup une diminution du rapport de risque de décès divisé par 4, donc qui est quand même significativement importante, même si le petit p n'est pas significatif. Et 2 études, donc aux USA, c'est la fluvoxamine qui avait fait un JAMA. Un JAMA, c'est donc un très bon journal où la fluvoxamine en précoce évitait la dégradation, mais sur le décès, c'est cette 2e étude et il y avait un seul décès, et encore une fois c'était chez le non traité. Je vous rappelle, j'avais déjà présenté que la fluvoxamine a le même récepteur que la chloroquine, c'est le LORF9C, le lien entre LORF9C et le récepteur sigma intracellulaire, donc c'est exactement la même cible, une des cibles communes en tout cas avec l'hydroxychloroquine. Guérin, c'est l'étude des médecins généralistes en France, voilà. Donc on a fait, grâce à Sébastien Cortaredona, qui est biostatisticien avec qui on travaille beaucoup, une belle méta-analyse où on voit ici avec donc les 5 études où on avait un odds ratio que au total on arrive sur un odds ratio de 0,3, c'est-à-dire ça diminue le risque par un facteur 3. L'hétérogénéité, donc le I carré là 0%, ça veut dire que l'effet est complètement cohérent entre toutes les études, il n'y a pas de discordance de taille de l'effet, et donc on peut penser qu'un patient infecté par le Covid est traité en centre de santé ambulatoire, là j'ai pas mis les institutions de personnes âgées, a un risque de décès 3 fois inférieur avec que sans l'hydroxychloroquine. On a fait ce qu'on appelle une analyse de sensibilité, c'est-à-dire qu'on a enlevé une étude qui ne contrôlait pas sur l'âge pour être sûr que c'était pas cette étude qui donnait cet effet. L'odds ratio était absolument inchangé. En enlevant l'étude brésilienne, on restait sur une diminution d'un facteur 3 du risque de décès en communauté. Évidemment, il faut dire pourquoi on n'a pas inclus les autres études. Donc, toutes les raisons de non-inclusion. Beaucoup d'études en ambulatoire n'ont pas suffisamment de patients ou alors n'ont pas la population cible où il y a des décès. Donc, la plupart n'ont pas de décès. On va retrouver notamment les études sur les anticorps monoclonaux. Donc, ça, c'est l'essai randomisé Blaze 1. Chen et Gottlieb aux USA sur les anticorps monoclonaux, ils n'ont aucun décès, donc évidemment ils ne peuvent pas conclure est-ce que ça protège ou pas du décès, quoi. Et en plus, voilà, c'est des traitements parfois injectables où il y a parfois Derwent, donc ça c'est l'article de Zelenko, mais le contrôle était un contrôle qui était sélectionné dans la communauté dont on ne peut pas être sûr qu'il est équivalent au groupe traité, donc dans ce cas-là, on préfère exclure cette étude malgré une mortalité diminuée dans le groupe traité. Ils avaient pris des gens dans la communauté qui n'avaient rien à voir avec l'étude et ils avaient comparé les taux de mortalité. Ce n'est pas vraiment une étude comparative avec un groupe traité et un groupe non traité. Skipper, c'est un essai randomisé très connu qui a été fait par Internet, donc ça s'appelle des remote RCT. Les remote RCT, c'est la mode, notamment aux États-Unis, où c'est à distance, par Internet, avec des gens qu'ils n'ont pas forcément examinés. Et donc, il y avait plus de la moitié des gens qui n'avaient pas eu de PCR dans cet essai randomisé. Donc en pratique, toutes les études comparatives dans cette mise à jour, avec au moins des critères minimaux, le diagnostic biologique, un contrôle adéquat, au moins un décès évidemment, sont toutes dans la même direction. Donc l'odds ratio, j'ai représenté symboliquement, c'est-à-dire que tout le monde va pour dire qu'il y a un bénéfice sur la mortalité. Et toutes les études font une diminution d'au moins 50% du risque de mortalité. Elles sont toutes cohérentes, on dépasse à chaque fois, on est inférieur à 0,5 d'odds ratio, ça veut dire qu'on diminue au moins par 2 le risque de mortalité. Dans tous les essais, il n'y a pas une seule étude qui est moins forte que ça. Ensuite, les reviewers nous ont demandé d'insister sur les maisons de retraite. Donc, il n'y a pas que les ambulatoires. On nous dit, oui, mais vos patients, vous, c'est que des jeunes, ils ne meurent pas, de toute façon. Oui, mais il y avait déjà une étude, notamment avec Philippe Gautret, ici à Marseille. Mais il y a eu d'autres études. Andorre, on la connaissait déjà. Celle-là que je ne connaissais pas, les relecteurs nous ont conseillé de l'intégrer. Candiano en Italie. Et ils trouvent, pareil, une diminution du risque très significatif, y compris dans les maisons de retraite, chez des gens, dans les institutions pour personnes âgées, donc des gens qui, a priori, sont des gens à risque. Et une étude sur l'ivermectine. L'effectif est très faible, effectivement, mais qui pourrait être en faveur de l'ivermectine. De même, Sébastien Cortaredona a accepté de refaire
cette méta-analyse qui montre qu'on a un effet tout à fait significatif, 0,16 et c'est très significatif, même si là, il y a une hétérogénéité plus grande entre les résultats des différentes études. Donc toutes les études comparatives qu'on a retrouvées avec les critères de qualité qu'on s'est imposés retrouvent un effet bénéfique chez les patients en institution non hospitalisée. Et là, c'est le concept que j'aurais voulu transmettre là, c'est que quand on regarde le risque de décès avant traitement, le bénéfice attendu du traitement va dépendre évidemment. Si vous avez une population qui meurt jamais, vous avez beau lui mettre un traitement, elle mourra jamais. S'il y a quelqu'un qui a 25 ans sans aucun facteur de risque, vous n'allez pas trouver ça. Ici, chez des gens qui ont des risques extrêmement élevés, un âge très élevé, des critères de sévérité tellement graves, on ne trouve plus aucune différence quasiment sur la mortalité. Donc évidemment, il y a cette notion de population cible. Quand vous évaluez l'efficacité d'un traitement, il va falloir se placer dans la population qui peut bénéficier d'un traitement et qui a un risque d'avoir l'événement. C'est notamment ce que va vous redire Philippe Brouki. Donc au vu des données disponibles, les études comparatives avec au moins un décès, un groupe contrôle adéquat, un diagnostic systématiquement confirmé par PCR, le traitement précoce par hydroxychloroquine et ou ivermectine, même s'il y a moins de preuves pour l'ivermectine, permet de diminuer le risque de décès en ambulatoire et chez les personnes en institution qui ne sont pas hospitalisées.